voilà, lourde responsabilité, ouverture de saison, rassurer le spectateur égaré, enfin c'est terrible. Alors, on vous a dit que j'étais professeur de dramaturgie à l'université, qui excusait, il y a tout pour plaire. Quand on parle de dramaturgie pour parler du théâtre contemporain, très souvent, on fait ce que j'appellerais la dramaturgie négative, c'est-à-dire qu'on commence par dire le théâtre contemporain ne fait plus ça, ne fait pas ça, et la liste est interminable, il ne raconte plus d'histoire, ce n'est plus beau, il n'y a plus de comédiens professionnels sur scène, ce n'est pas fini, ça ne se passe plus dans les salles de théâtre, et puis la litanie se poursuit ainsi. Alors je ne suis pas adepte de la dramaturgie négative, j'essaie de pratiquer la dramaturgie positive. Mais ce n'est pas une mince affaire, parce qu'il faut essayer de dire ce que le théâtre contemporain fait ou est, et non pas se contenter de dire ce qu'il ne fait pas, ne fait plus, n'est pas, n'est plus. Je suis déjà venue faire ce genre d'exercice ici à l'Arsenic, je ne sais plus si c'était l'année passée ou il y a 2 ans. Et j'avais proposé une ou deux choses que je vais me permettre de rappeler avant de donner l'épisode suivant. C'est le résumé des épisodes précédents et avant de reprendre la saga, on va dire. Alors, l'année passée, il y a 2 ans, je disais que finalement chaque texte ou chaque spectacle, qu'il soit contemporain ou pas, pouvait s'envisager selon 3 aspects. On pouvait s'interroger sur ce qu'il racontait, de ce qu'il donnait à voir, sur ce qui s'y passait, ce à quoi cela réfère, on dirait chez nous. On peut s'intéresser deuxièmement aux formes qui sont proposées. Et on peut s'interroger troisièmement sur la relation qu'il présuppose, prédétermine, préconstruit avec le spectateur ou avec le lecteur. Et je développais cet aspect en disant que l'histoire du théâtre, des textes ou des spectacles, était l'articulation ou le tressage de l'histoire de ces 3 aspects. Parfois, une période, une époque explorait le champ de quelles histoires il faut raconter à telle ou telle époque, quel renouvellement on pouvait apporter sur le champ des choses à représenter sur scène, des choses du monde. Donc le moteur était à ce taux-là cet aspect. Par exemple, au XVIIIe siècle, tout d'un coup, on décide qu'on en a assez des Grecs et des Romains et qu'on veut parler des personnes contemporaines. Donc la réforme concerne les histoires que l'on raconte et le monde que l'on représente. Mais il y a d'autres époques où, et même parfois, qui explorent la question des formes et qui va décider qu'on ne peut plus, par exemple, les romantiques vont décider il y en a marre de l'unité de lieu, de l'unité de temps, parce que ce n'est plus adapté. Et ça, c'est une question de forme, vous voyez, ce n'est pas une question de quoi ça parle et ce que ça raconte. C'est purement une question de forme dramatique. Et le 18e avant s'est interrogé sur ce que c'était qu'une image scénique. Là aussi, c'était une question de forme, indépendamment des histoires que l'on racontait. Et puis, le troisième aspect, Brecht, par exemple, s'interroge beaucoup sur la relation qu'il y a à établir avec un spectateur et ce qu'on attend de lui. Et donc, bien entendu, il réforme les histoires que l'on raconte, mais il va surtout travailler sur ce troisième axe qui est comment est-ce que je prédétermine dans mon spectacle le lien que j'ai envie d'établir avec le spectateur. Donc, toute l'histoire du théâtre, texte et spectacle confondus, est l'alternance ou le tressage de ces 3 évolutions. Et je finissais ce petit développement en disant que le théâtre contemporain développait beaucoup, enfin s'interrogeait beaucoup sur le troisième axe, c'est-à-dire la question de la relation avec le spectateur. Et que le spectateur pouvait parfois en être un petit peu dérangé parce qu'il se trouvait être matériau du spectacle alors qu'il pensait être simplement assis tranquillement dans son fauteuil, et le voilà transformé en matériau du spectacle. Et puis j'insistais sur le fait aussi qu'un spectateur pouvait être dans un malentendu ou dans une déception parce qu'il observait le spectacle selon un certain axe alors que les choses se passaient ailleurs. Par exemple, il peut s'accrocher à se dire mais qu'est-ce que ça raconte, de quoi ça parle, alors que ça se passe au niveau formel ou alors que ça se passe au niveau de la relation.
Donc le spectateur doit aussi, peut-être c'est une des premières questions qu'il doit se poser, c'est finalement où est-ce que ça se passe? Est-ce que ça se passe au niveau de ce qui est raconté? Est-ce que ça se passe du côté des formes, ce qui est proposé comme langage, on va dire? Ou bien est-ce que c'est la relation qui est établie avec moi qui est le centre du spectacle? Voilà, ça ne se passe plus seulement du côté de la fiction, des histoires que l'on raconte, ça ne se passe plus seulement du côté des personnages ou du monde représenté. Alors, j'étais arrivée là, tout en disant que même du côté de la forme ou du côté de la relation avec le spectateur, il y avait peut-être quelque chose qui se racontait, c'est-à-dire qu'une forme évolue au long du spectacle, la relation avec le spectateur évolue le long d'un spectacle, et que peut-être quelque chose se racontait, à défaut de se raconter au niveau d'une fiction, quelque chose pouvait se raconter du côté de la forme ou du côté de l'évolution de cette relation avec le spectateur. Pour ceux qui ont vu ou revu, par exemple, Erari Trarik Jaka, au théâtre de Vidi, pardon, je parle de la concurrence, eh bien, il ne se raconte a priori rien du tout, puisque le texte est un montage d'extraits philosophiques, donc il ne se raconte aucune histoire. En revanche, c'est le dispositif scénique qui évolue, il a bel et bien un début, un milieu, une fin. Quelque chose se raconte au niveau de l'espace scénique, et quelque chose se raconte aussi très fortement dans la relation qui s'établissait avec le spectateur, puisque au milieu du spectacle, le comédien s'en va, quitte la scène, et on a l'impression qu'il est parti quelque part à Lausanne, poursuivi par une caméra qui continue à projeter son image sur scène, mais il n'y a plus de comédien sur scène. Et en fait, ce qui se joue, c'est de savoir est-ce qu'il est loin de nous ou est-ce qu'il est proche de nous, et le dénouement va être qu'on le croit loin, mais il est resté. Donc on voit bien que là, ce qui se raconte n'est pas du tout au niveau d'une fiction, mais le début, le milieu, la fin, il arrive quelque chose, l'événement se passe à un autre niveau. L'événement, c'est la rupture entre le comédien et le spectateur, et le spectateur n'attend qu'une chose, que cette rupture soit effacée et que le comédien revienne. Ça, c'était l'épisode précédent. L'épisode précédent, comme vous le voyez, témoigne d'une sorte de monomanie chaperonesque, c'est moi, à savoir, il se raconte tout le temps quelque chose, à défaut de raconter quelque chose au niveau de la fiction, il se raconte quelque chose au niveau du développement d'une forme sur scène, ou bien de l'aventure d'une relation avec le spectateur. C'est un peu monomaniaque, et je vous propose de changer de modèle aujourd'hui pour trouver un modèle complémentaire et trouver une autre échelle de phénomène. Et au centre de cette réflexion que j'aimerais vous proposer, j'aimerais placer la notion de situation, qui me paraît prendre le phénomène théâtral à une autre échelle, plus petite. Quand on parle de situation, on parle d'un élément de spectacle, on parle de l'ensemble de sa trajectoire. C'est un très vieux mot, le mot situation. Vous le trouvez dans le vocabulaire dramatique depuis très longtemps, en tout cas depuis le XVIIe siècle. Situation dramatique. Vous connaissez peut-être l'ouvrage de Polti qui dit qu'il n'y a que 36 situations dramatiques et tout le théâtre mondial, le développement de 36 situations dramatiques. 20 ans après, Souriau dit non, il y en a 200 000, pas 36. Alors, voilà, il y en a 200 000. Et tout le théâtre mondial n'est que la broderie autour de ces 200 000 situations dramatiques. Vous avez Sartre qui dit « Je fais un théâtre de situation et non pas un théâtre d'action ». Vous avez les metteurs en scène qui dirigent leurs comédiens en disant « Mais joue la situation ». L'ennui, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'est une situation. Que ce soit chez Polti, chez Souriau, chez Sartre, ça se discute. Et puis pour les acteurs, ils répondront eux-mêmes de savoir ce que c'est que quand on leur demande de jouer la situation, ce que c'est exactement. Alors, ce n'est pas très clair, mais peut-être qu'on pourrait appliquer au terme de situation la même distinction que tout à l'heure. Le mot situation peut référer à une fiction, c'est la situation dans laquelle est un personnage. Le mot situation peut aussi référer à ce qui est reconstitué sur scène,
c'est-à-dire dans quelle situation est le comédien sur scène. Et troisièmement, on peut se demander dans quelle situation est le spectateur. Et pour ceux qui connaissent, on est dans le modèle de la double énonciation de Anne Huddersfield, c'est une note en bas de page. Donc le mot situation a aussi ces trois aspects, sauf qu'il est une unité plus petite et il va nous permettre de nous demander s'il n'y a pas d'autres agencements possibles de plusieurs situations que le fait de raconter une histoire. Classiquement, raconter une histoire, c'est tout simplement enchaîner des situations avec un début et une fin, et les enchaîner chronologiquement et logiquement. On reconnaît ce qui est avant et ce qui est après, ce qui est cause et conséquence. Un enchaînement de situations de ce type-là, d'une situation initiale à une situation finale, forme une histoire. Mais il y a d'autres agencements possibles des situations, et c'est ce que j'aimerais proposer aujourd'hui, non sans avoir fait un petit excursus sur quelles sont les dimensions d'une situation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une situation? Alors, je préfère sortir du champ de la dramaturgie, puisqu'il n'y a pas beaucoup de réponses à cette question qui soit directe, et aller prendre la définition dans un autre champ qui est celui de la psychologie ou de la sociologie. En fait, une situation, au sens de la psychologie sociale, c'est le rapport entre un individu et ce qui l'entoure, le milieu, les circonstances. Donc, il y a situation dès qu'il y a un être humain, ou un être vivant même, au milieu d'un milieu. Et sa situation est caractérisée par l'état de la relation entre cet individu et son milieu, ou les circonstances qui l'entourent. Donc, le but de tout être vivant, que ce soit une bestiole ou un être humain, c'est d'être en harmonie avec son milieu, d'être dans une situation d'équilibre avec son milieu. Alors finalement, il y a deux manières d'être dans une situation, c'est d'être bien ou d'être mal, c'est d'être en équilibre ou en déséquilibre. Et en fait, juste pour que vous le sachiez, dès que quelque chose vient perturber l'équilibre d'une situation, eh bien nous sommes programmés pour éprouver une émotion, tout simplement pour réagir et se réadapter à la nouvelle situation. Il faut que le corps se mobilise, et l'émotion, au sens biologique du terme, c'est la mobilisation chimique et physiologique du corps pour réagir à ce changement. Donc toute perturbation d'une situation qui est en équilibre crée une émotion. Et si je vous pose la question de qu'est-ce que peut ressentir un lecteur ou un spectateur, eh bien sachez aussi que nous sommes programmés pour ressentir empathiquement par rapport à tout être humain que nous voyons dans une situation, à ressentir les mêmes émotions que lui. C'est-à-dire que si nous voyons quelqu'un dans une situation qui est perturbée, qui bascule tout d'un coup dans le déséquilibre, nous voyons qu'il éprouve une émotion, mais nous éprouvons aussi une émotion empathiquement parce que nous sommes programmés. Donc tout ça, c'est peut-être à la racine du phénomène théâtral qui fait que pourquoi est-ce que ça nous intéresse d'aller voir du théâtre, mais pourquoi ça nous intéresse de lire des romans, pourquoi ça nous intéresse d'aller au cinéma, c'est que finalement nous sommes programmés pour ressentir quelque chose lorsque nous voyons un personnage qui subit des perturbations dans sa situation. Si j'emprunte à la psychologie sociale, c'est parce que la psychologie sociale, elle nous permet d'aller un petit peu plus loin et nous dire il y a 3 niveaux. J'aime bien les modèles en 3, vous remarquez, parce que je ne suis pas la seule. Il y a 3 niveaux à une situation. Il y a le niveau vital. Est-ce que mon corps est en harmonie avec mon milieu, c'est-à-dire est-ce que je peux survivre, tout simplement. S'il fait trop froid, je ne survis pas. Si je suis dans un canot pneumatique en train de couler au milieu de la Méditerranée, je ne me porte pas très bien. Voilà, ça c'est des situations vitales. Un deuxième niveau, c'est la situation sociale. Est-ce que je me sens bien avec ceux qui m'entourent?
Est-ce que je suis en harmonie avec la micro-société et toutes les échelles de société qui m'entourent? Est-ce que je suis bien dans ma famille? Est-ce que je suis bien dans mon milieu professionnel? Est-ce que je suis bien dans ma ville, etc., etc. Et toute perturbation à cet égard, évidemment, de nouveau crée des émotions. Et puis un troisième niveau qui va m'intéresser aussi, qui est un peu plus complexe peut-être, c'est un niveau cognitif. Est-ce que je me sens bien avec le monde qui m'entoure, dans ma capacité de comprendre et de donner un sens à ce qui m'entoure? C'est-à-dire que nous avons tous des manières, des univers de croyances, comme on dit, qui sont des manières pour nous de donner un sens à ce qu'il y a autour de nous. Alors, certains sont chrétiens, certains sont marxistes, certains sont toutes sortes de choses, et ça leur permet de lire ce qui se passe et de donner un sens. Mais là aussi, il peut y avoir des perturbations qui, tout d'un coup, remettent en question la représentation du monde que je pouvais avoir. Tout d'un coup, quelque chose ne colle pas avec ma représentation, ou quelque chose n'arrive pas à prendre du sens dans le système de représentation que je peux avoir. Ce sont des perturbations particulièrement violentes. Alors, pendant très très longtemps, le théâtre s'est fait une spécialité d'explorer le niveau social. Ça, c'est les racines antiques. Ce qui intéresse le théâtre d'Aristote, c'est qu'est-ce qui se passe entre des êtres humains, la plupart du temps des êtres humains proches, sinon c'est pas intéressant, dit Aristote. Entre des êtres humains proches, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des trahisons, lorsqu'il y a des pertes de confiance, lorsqu'il y a des alliances qui sont rompues, lorsqu'il y a des promesses qui ne sont pas tenues? Voilà le genre d'histoire qui se raconte dès l'origine aristotélicienne du théâtre. On explore en fait la relation qu'un individu a avec les autres individus, et ce qui arrive rompt ou modifie les liens qu'un personnage peut entretenir avec l'autre personnage. Donc la situation explorée, c'est surtout la situation sociale. Que ce soit dans les comédies, que ce soit dans les tragédies, que ce soit chez Sophocle, que ce soit chez Molière, chez Marivaux, chez Brecht, on est dans ce niveau-là. Et la question est de savoir comment est-ce qu'on restaure ou pas. Parfois, on n'a pas d'autre solution que de mourir. Mais comment est-ce qu'on restaure des liens qui ont été rompus? Le niveau vital n'intéresse pas du tout le théâtre classique. Mourir est une façon de se sortir d'affaire, mais il n'est jamais question de maladie, il n'est jamais question de vieillesse, de poids des ans, il n'est jamais question de handicap dans les pièces antiques ou classiques. Ce n'est pas la question. Il n'y a personne qui meurt de faim, enfin, personne n'a un virus. Ce n'est pas ça qui intéresse le théâtre pendant très 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 longtemps. Alors, un des phénomènes, on peut dire, du théâtre contemporain, c'est un peu l'extension de ce domaine pour commencer à explorer la partie vitale et la partie cognitive. Pendant très 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 longtemps, on va dire pendant presque 25 siècles, on en est resté à cette idée, nous explorons les situations sociales, telles qu'elles existent dans la fiction, telles qu'elles frappent les personnages. Alors, progressivement, mais aussi sous la pression d'autres genres, le roman, le cinéma, par exemple, sous la pression d'autres genres, le théâtre a commencé à s'intéresser aussi à la situation vitale et aussi à la situation cognitive. Et c'est peut-être pour ça qu'on voit tant sur les scènes aujourd'hui de vieillards, de personnes handicapées, d'enfants, de malades, c'est-à-dire tout ce qui représente ce niveau-là, pas seulement fictivement, mais aussi réellement. C'est-à-dire que pour nous sensibiliser à cette dimension de la situation, très souvent on va mettre sur scène de vrais vieillards, de vrais enfants, de vrais handicapés, mentaux ou physiques. Donc, voilà un phénomène que parfois on a de la peine à démêler, parce qu'on est confronté sur scène. Mais vous voyez que ça témoigne d'une sorte d'extension du champ de la situation humaine qui est explorée. N'importe plus seulement les situations sociales, mais aussi cet aspect vital, longtemps refoulé des scènes théâtrales. Et puis la situation cognitive, qui est peut-être la plus intéressante, progressivement, on peut dire depuis le début du 19e, non,
20e siècle, pardon. Depuis qu'on est au 21e, je m'y perds. La question de est-ce que j'ai les bons moyens de donner du sens à ce qui m'entoure devient absolument aiguë. Et sur scène, il y a de nombreuses fictions, de nombreux personnages qui sont moins engagés dans une action de restauration de quelque lien que ce soit, ou bien de résoudre quelques problèmes concrets que ce soit, mais qui sont tout simplement engagés dans cette action étrange qui consiste à essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, de nombreux textes dramatiques, mais aussi spectacles, vont représenter des personnages qui essaient désespérément de mettre des mots sur ce qui leur arrive, qui essaient désespérément de raconter ce qui leur est arrivé, qui essaient désespérément de donner du sens à ce qui leur est arrivé et qui n'y parviennent pas. Donc vous voyez qu'on a changé un peu de niveau. Il n'arrive plus rien à proprement parler, rien d'autre comme action qu'un être humain qui essaie de se dire mais ce qui m'arrive ou ce que je suis ou ce qui m'est arrivé, je n'arrive plus à le représenter. Et un phénomène particulier aujourd'hui, et on pourra lister toute une série de spectacles, un phénomène particulier, c'est de voir des personnages ou pas des personnages, c'est-à-dire les comédiens eux-mêmes ou les artistes eux-mêmes, en train d'utiliser quelque chose pour donner du sens à autre chose. Je m'explique. J'utilise une histoire qu'il y a dans un livre pour essayer de donner du sens à ce qui vient de m'arriver ou à quelque chose qui vient de m'arriver. Je prends des exemples. Angelica Liddell, dans Wendy, prend Peter Pan et essaye avec Peter Pan de donner du sens au massacre de l'île d'Utoya. Étrangeté. Et voilà la tentative de dire ça n'a aucun sens cet événement. J'essaie de lui donner sens à travers un texte qui lui, semble-t-il, en a un. Dans un autre spectacle d'Angelica Liddell, Ping Pong Q, elle a fait un voyage en Chine qui la bouleverse totalement parce qu'elle ne comprend rien à ce qui se passe en Chine. Elle prend Orphée et Eurydice et elle pense son voyage en Chine à partir d'Orphée et Eurydice. Donc, vous voyez l'étrange action qui est faite sur scène, qui est une action de déchiffrement de quelque chose qui résiste, qui ne fait pas sens, et on essaie de lui donner sens à travers quelque chose qui vient de la culture ou du patrimoine. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple encore? J'en ai quelques-uns d'autres. Alexandre Doublet, qui va bientôt venir ici, on peut dire qu'il a eu le même genre d'entreprise lorsqu'il a confronté Hamlet à des adolescents valaisans. C'est-à-dire que le texte, Hamlet est d'un côté, les adolescents valaisans sont de l'autre côté. Comment est-ce que le texte de Hamlet peut aider ces adolescents à penser quelque chose de leur vie actuelle? Donc, voilà un texte qui dit « Est-ce que je suis utile en tant que texte de référence pour penser quelque chose d'aujourd'hui et qui résiste ?» Et en fait, le spectacle consistait à essayer d'extraire de Hamlet des moments pertinents pour ces adolescents. Il était ponctué de monologues surgis comme ça, du choc entre ces adolescents et l'histoire d'Hamlet. L'histoire d'Hamlet n'était pas représentée pour elle-même. Elle était représentée qu'en tant qu'elle pouvait servir à quelqu'un à essayer de penser quelque chose. Donc on a bien des représentations d'actes d'interprétation, si vous voulez. On ne se contente pas de raconter l'histoire, mais on se dit, mais est-ce que cette histoire peut m'aider à résoudre un problème? Très souvent, la réponse est non. Et parfois, chez Doublet, c'est toujours oui, c'est merveilleux. Et je pense à un récent, de nouveau, c'est chez La Concurrence, mais Nathan Le Sage, que vous avez peut-être vu en ouverture à Vidi, mais dans le cadre du Festival de la Bâtie. La problématique de cette représentation de Nathan Le Sage par Stéman, c'est exactement ça, c'est est-ce que Nathan Le Sage est utile pour penser le rapport entre les religions aujourd'hui? Et a priori non. C'est-à-dire qu'il y a
il y a un aller et retour perpétuel sur scène pour dire oui, mais non. Oui, mais non. Il y a deux distributions sur scène, l'une en costume et l'autre face publique avec un micro. Et ça oscille entre ces deux distributions. Et chaque fois, il s'agit de dire mais non, cette histoire ne veut plus rien dire aujourd'hui. Et puis après, il y a une sorte de vague qui passe, et pourtant, mais si, il y a quelque chose. Et ça oscille jusqu'à ce que tout le spectacle est fracassé par l'irruption d'un texte de Jelinek qui semble n'affirmer qu'une chose, c'est moi je signifie quelque chose pour aujourd'hui, à savoir qu'il n'y a aucun sens à rien. Et l'attente revient comme dernière vague après le texte de Jelinek. Et voilà, les textes sont sommés aujourd'hui, les textes de l'héritage sont sommés aujourd'hui de dire qu'est-ce que je peux signifier aujourd'hui, est-ce que je peux aider à penser quelque chose de plus contemporain aujourd'hui. Et là, on est de nouveau dans cette idée de plus rien n'a de sens aujourd'hui, tous mes systèmes de référence sont en capillotage, qu'est-ce que je peux utiliser, hein, et puis il y a cette confiance quand même, les textes anciens peuvent m'aider, et on assiste sur scène à cette tentative, souvent avortée, mais tentative, oui, je peux quand même essayer de faire accoucher du contact entre le texte et la situation d'aujourd'hui, je peux faire accoucher de quelque chose, moindre pépite d'espoir est bonne à prendre. Oui, je pensais dans un registre aussi plus optimiste à certaines parties du travail de Denis Maillefer, qu'on connaît bien à l'Arsenic. Par exemple, quand il a monté les textes de Ramu, où il s'agissait de se poser la question de qu'est-ce qu'un texte sur l'amour de Ramu, vaudois, très 19e, en tout cas dans l'esprit, pour encore signifier pour les jeunes gens aujourd'hui. Et on assistait sur scène à une espèce d'apprivoisement de ce texte qui avait l'air d'être à milieu des préoccupations des jeunes gens sur scène et qui était peu à peu apprivoisé et finissait par être approprié par les comédiens sur scène. Donc voilà, le premier constat, peut-être qu'aujourd'hui nous assistons à cette extension du domaine de la lutte, extension du domaine du dramatique ou du théâtral, c'est-à-dire qu'on n'est plus seulement dans l'exploration de la couche sociale de la situation, mais il y a quelque chose d'une interrogation vitale et d'une interrogation cognitive, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui, avec quoi, qui est travaillé sur scène. J'appelle ça de la dramaturgie positive parce que je ne retiens pas que ce n'est plus le niveau social comme avant, je retiens qu'il y a d'autres dimensions qui sont explorées et qu'il faut reconnaître comme étant explorées en tant que telles. Le deuxième constat, qui m'importe peut-être encore plus, c'est que si je pense à cette question de situation, il y a effectivement d'autres manières d'agencer des situations que de raconter des histoires. J'étais tout le temps jusqu'à présent, j'étais encore dans cette idée de raconter une histoire. Mais il y a des agencements de situations qui ne sont ni chronologiques ni logiques. Je prends de nouveau deux spectacles de la concurrence. Non, un de la concurrence et un qui a ouvert la saison ici. C'était le spectacle de Massimo Furlan. Spectacle, entre guillemets, c'était la promenade dans le bois. Si vous avez participé à ça, vous admettrez que nulle histoire n'était racontée. Il y a donc autre chose, il faut un autre modèle pour penser cela. Si vous avez vu Narlas, le travail de Rimini Protocole à Vidi, vous admettrez aussi que les 8 séquences ne forment pas une histoire. Il y a un autre agencement qui est proposé. Alors il s'agit de savoir comment penser cela, et de nouveau pas sur le mode négatif, cela ne raconte pas une histoire, mais qu'est-ce que cela fait? Alors, si je reprends Narlas, par exemple, c'est un spectacle sur la mort et sur l'héritage, et il était disposé, et là il y a un travail sur la relation avec le public, hein, ça n'invalide pas tout ce que j'ai dit avant. Il y a 8 pièces qui sont visitées successivement, mais dans un ordre au choix du spectateur, qui sont visitées par le spectateur successivement, et il y rentre avec au maximum 6 autres spectateurs. Hein, donc, il y a des horaires d'entrée, et puis
les spectateurs sont ventilés dans les 6 pièces. Et chaque pièce représente est organisée autour d'un témoignage de quelqu'un qui va bientôt mourir et qui le sait, et qui tente de dire ce qu'elle veut laisser, hein, et qui met en scène son héritage d'une manière différente. Et donc nous prenons connaissance de ces 6 personnes et de leur héritage à travers la visite de ces 6 pièces, qui ne sont donc pas dans un ordre chronologique, ni un ordre logique. Chacune de ces pièces, en fait, rentre en contraste ou en ressemblance avec toutes les autres. Hein. Je peux ensuite, après avoir assisté à l'ensemble du spectacle, avec des guillemets, je peux me dire, ah ben oui, dans chaque pièce, chaque personnage se distingue par sa nationalité, par son âge, par son sexe, par son métier, par son niveau social. Chaque personnage se distingue par un symbole qui est rattaché à l'idée de temps. Il y a une petite horloge pour l'un des personnages, il y a l'idée de la fondation qui va perpétuer un désir dans une autre, il y a l'anticipation de son propre enterrement pour un autre. Enfin, chacun a un rapport au temps différent. Il y a des objets qui sont rattachés, des archives, des photographies, des films, chaque fois un autre objet. Donc vous voyez que le rapport entre ces 6 situations, qui sont organisées autour de 6 personnes, réelles en l'occurrence, trace tout un petit réseau entre elles, que je suis invité, moi, spectateur, à explorer, indépendamment de tout ordre, hein, mais par un système de relations, comme des rimes, on va dire. D'ailleurs, vous me voyez arriver. En fait, cette autre manière d'agencer des situations n'est ni plus ni moins que celle du poème. C'est plus une histoire, mais s'organise, 8 situations s'organisent comme 8 vers, 8 strophes d'un poème, et comme un poème, ça invite à une lecture non linéaire, mais on dirait chez nous tabulaire, c'est-à-dire indépendamment de l'ordre de la lecture. Et pour ce qui est du spectacle de Massimo Furlan, la promenade, spectacle de nouveau avec des guillemets, la promenade était ponctuée dans la forêt la nuit avec un public qui, je suppose, de 60 personnes qui marche dans la nuit à travers la forêt, est ponctuée d'une demi-douzaine de rencontres avec des musiciens. D'un coup, au détour d'un chemin, les musiciens arrivent et jouent. Il y a 2 orchestres qui se déplacent sans qu'on le voie et donc qui vont organiser ces ponctuations. C'est un peu comme Massimo est catholique, ça ressemble un peu au reposoir des défilés de la fête Dieu. Je suis catholique aussi, je reconnais le modèle du reposoir. Ponctué aussi par l'énigmatique retour tel qu'un refrain par un groupe de 7 jeunes gens, 7 il me semble, comme les 7 frères du Petit Pousset, encapuchonnés et absolument silencieux. Donc il y a des phases musicales qui alternent avec la confrontation avec ces jeunes gens qui nous regardent d'un air buté, absolument silencieux. Donc là aussi, malgré le cheminement de la promenade, quelque chose qui prend les apparences d'un poème avec des refrains et des couplets, et nous parcourons en fait tout ça, et nous sommes invités à mettre en rapport ces 7 personnages silencieux et les personnages musicaux, se poser la question de la différence entre chaque composition musicale, chaque situation aussi géographique d'éclairage, d'installation de ces pauses musicales. Et de nouveau, ça ne raconte aucune histoire. Il n'y a pas de début et de fin, si ce n'est que nous prenons le leb et que nous rentrons en leb, nous allons vers la forêt et nous revenons de la forêt. Mais les tableaux vont former un poème. Et si vous avez vu des spectacles de Castellucci, si vous avez vu des spectacles de Rodrigo Garcia, si vous avez vu des spectacles de Gomez Mata, tous ces spectacles sont composés
en séquence, en tableau, qui n'appelle pas forcément une lecture linéaire avec un début et une fin, mais qui organise tout un réseau de significations qui échappe en fait à la linéarité de l'idée qu'il y a quelque chose qui commencerait au début et qui se finirait à la fin. Go Down Moses est typiquement un poème sur Moïse et n'est pas le récit de Moïse. Donc là de nouveau, si on adopte un type de lecture, alors, enfin si on lit un sonnet de Baudelaire comme on lit du Balzac, ça ne va pas marcher.